Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être aussi nombreux pour notre conversation publique. Jean-Luc Alexandre, lorsqu'il y a quelques jours, je me suis mis à lire un certain nombre d'articles et de documents sur vous et sur vos projets nucléaires pour préparer notre conversation de cet après-midi. Il m'est revenu à l'esprit la trajectoire scientifique exceptionnelle d'un Béarnais de génie, un physicien absolument incroyable, Gaston Planté, qui, il y a un peu plus de 150 ans, a inventé et mis au point l'accumulateur électrique, autrement dit, la première batterie électrique rechargeable. Voilà. Alors, un siècle et demi plus tard, vous êtes aujourd'hui une sorte de porte-drapeau, je crois qu'on peut dire ça comme ça, du nucléaire français de poche. Enfin, je dis de poche, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même. En effet, il y a quelques semaines, la société française que vous présidez, que vous avez fondée, NAREA, a réalisé une première mondiale. Alors, permettez-moi, je lis mes notes, parce que cette première mondiale consiste à une boucle à sel fondu opérationnelle à une température de 700 degrés. Alors, vous l'avez bien compris, moi, j'y comprends rien. Vous, peut-être sans doute un peu plus que moi, mais il va nous l'expliquer. Mais tout le monde s'accorde à dire que cette avancée nucléaire devrait permettre la mise au point d'un petit réacteur modulaire en vue de décarboner l'industrie qui est, comme chacun sait, la première source, en quelque sorte, principal émetteur de CO2 aujourd'hui. Alors, de telles perspectives scientifiques nous fournissent effectivement des raisons d'espérer, puisque c'est le thème des Idées mènent le monde cette année. Mais avant que vous nous en disiez un peu plus sur vos projets et vos réalisations, on a envie de savoir qui vous êtes. Parce que, objectivement, je dois le reconnaître le premier, on ne vous connaissait pas, ou en tous les cas, que les spécialistes, mais la plupart du grand public ne vous connaissent pas. En un mot, votre parcours, lui, n'est pas banal. D'abord, vous êtes le fils d'un styliste de mode, de haute couture, et puis vous avez d'abord passé un bac, je dirais, électrotechnique. Vous avez été formé avant des classes préparatoires aux grandes écoles au métier de fraiseur, de tourneur, d'ajusteur. Alors, qui est Jean-Luc Alexandre? Est-ce que c'est d'abord seulement un ingénieur de haut vol? Est-ce que c'est un entrepreneur qui voit très loin et qui finit par se donner aucune limite? Ou est-ce que c'est une sorte d'inventeur futuriste du XXIe siècle? Ou peut-être les deux à la fois? Dites-nous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis un bon petit Français qui a démarré avec une carrière qui, effectivement, quand on regarde dans le rétroviseur, est un petit peu atypique, mais qui, finalement, s'est construite au fil de l'eau. Oui, j'ai commencé de manière très simple, de famille modeste, fraiseur, tourneur, ajusteur, à l'Arsenal de Cherbourg, ça ne s'invente pas. Donc j'ai commencé dans les sous-marins, parce que tout simplement, vous connaissez toutes ces familles, ces grandes familles, où au détour d'un dîner, on dit « mais pourquoi tu passes pas telle école? Pourquoi tu passes pas tel concours ?» On le fait, on a 13 ans et demi, puis on a la chance d'être gagnant, donc on rentre dans l'école, et puis on s'aperçoit qu'on a une certaine appétence pour ces métiers mécaniques, ces métiers qui consistent à insérer des items, on va dire des composants très complexes dans un sous-marin. Un sous-marin, pour moi, étant enfant, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous parlez des premiers sous-marins. Des premiers sous-marins. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre sur le Redoutable, c'est-à-dire la construction du Redoutable. Je peux dire que j'ai vu les tranches du sous-marin se former devant moi sous des presses et des cintreuses. Et donc, quand vous grandissez là-dedans, vous aimez ou vous n'aimez pas. Alors moi, j'ai aimé. Et puis finalement, j'ai réussi à passer un bac E à l'époque, parce que pour rester dans cette partie technique, et puis après de se dire finalement le métier d'ingénieur est très intéressant, toujours avec plein d'idées en tête. Et là encore, c'est parce que vous venez de familles qui sont créatives. Mon père était ultra créatif, étant un designer de haute couture. Mais de l'autre partie de ma famille, des charcutiers de 3 générations, vous voyez, donc vraiment des gens, des artisans, des entrepreneurs. Et donc vous partez sur une carrière avec des idées que vous mettez les unes après les autres, et puis après, c'est vous qui arrivez dans la vie professionnelle et c'est à vous de vous faire. Oui, parce que vous êtes, après toutes ces expériences manuelles, vous avez fait de grandes études, vous êtes ingénieur diplômé de Centrale, Supélec, vous êtes passé par des grandes écoles d'affaires et de management. Vous avez d'abord eu une carrière de dirigeant
opérationnels, de grands chantiers d'infrastructures à travers le monde. Et puis, ensuite, vous avez, en quelque temps, regardé un autre horizon. À quel moment, finalement, votre expérience de terrain vous a sensibilisé aux effets, il faut bien le dire, du dérèglement climatique, qui est aujourd'hui une de vos préoccupations, à ce dérèglement, à son impact sur les populations, et principalement avec cette fameuse décarbonation à laquelle nous devons opérer. À quel moment ça s'est produit, ce déclic ? En fait, ça s'est produit dès le début de ma carrière, puisque j'ai eu la chance de partir juste en sortant de Supélec. J'ai eu la chance de partir expatrié pour une quinzaine d'années aux quatre coins du monde. Et donc, vous touchez du doigt la misère du monde. Vous découvrez que vous venez d'un pays qui est extraordinaire, mais que le reste du monde n'est absolument pas dans le même état. Vous découvrez les forêts amazoniennes que l'on abat. Vous découvrez les pluies acides. Vous découvrez la sécheresse. Vous découvrez les moussons absolument incroyables dans toute l'Asie. Et vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous essayez de comprendre, mais d'où cela vient. Et donc très tôt, j'avais déjà la chance de travailler dans des projets de décarbonation, puisque moi je travaillais dans les projets d'électrification ferroviaire, puis de plus en plus d'essayer d'enlever tous ces moteurs diesel que nous avions déjà à l'époque. On parlait des particules fines, on ne pensait pas au CO2. Et déjà, il y avait des voix qui s'élevaient en disant « le carbone, c'est pas bien, il faut vraiment aller sur autre chose ». Et puis petit à petit, dans mes propres activités, donc dans le transport ferroviaire, chez SPI Batignolles, chez Alstom Transport, et puis ensuite dans l'environnement chez Suez, ma problématique numéro 1, c'était l'énergie. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'une. C'était moi, je construisais des usines, par exemple dans mon dernier boulot, j'étais le patron de Degremont chez Suez, je construisais les plus grosses usines de dessalement d'eau de mer dans le monde, et j'étais obligé de construire une usine à gaz à côté pour l'alimenter. Ça, c'est un crève-cœur. Et donc à un moment, vous dites, est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Et la réponse est oui. C'est ça qu'on a mis en place. C'est ce qui vous a amené à choisir finalement de réfléchir au nucléaire durable, même si ça paraît drôle de dire nucléaire durable, mais aussi de taille réduite, voire finalement modeste, un générateur nucléaire nouvelle génération. Et vous vous êtes dit, il n'existe peut-être pas, il faut peut-être l'imaginer, c'est ça ? Alors ça, c'est une démarche personnelle, mais qui est aussi familiale, que j'ai toujours entendue depuis tout petit. C'est quand ça n'existe pas, il faut l'inventer. Donc, premier constat, c'est de regarder cette énergie qui est en train d'exploser, la demande énergétique qui a explosé, et de voir, parce que j'avais aussi ce qu'on appelait construit des réseaux de très haute tension au Brésil notamment, je m'apercevais que ce n'était pas possible. Il fallait qu'on puisse produire directement auprès de l'utilisateur. Et donc, de massifier ces usines de production d'électricité était pour moi un peu devenu une asymptote, c'est-à-dire à un moment il fallait se dire c'est peut-être pas la seule solution. Il faut aussi que nous puissions être capables de délivrer, de produire de l'énergie décarbonée directement auprès des usines qui en ont besoin. C'est de là qu'a commencé à germer cette idée de il faut décentraliser, première chose. La deuxième, c'est on a commencé à faire des projections sur l'évolution de la demande en électricité sur les 30 prochaines années. Et là on s'est fait très peur. Si vous prenez, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais des choses extrêmement simples. Sur les 30 prochaines années, si vous prenez la demande en électricité en 2020 par rapport à 2050, elle va être multipliée au niveau mondial par 3,5 ou par 4 au minimum. Au minimum. Pour 3 raisons. La première, c'est la poussée démographique. On va passer à 10 milliards. Qu'on le veuille ou non, nous allons atteindre 10 milliards d'habitants sur cette planète. La deuxième, c'est malheureusement ça. Ça, c'est le cancer du XXIe siècle au niveau énergétique. C'est ce qu'on appelle l'hypercroissance digitale. Ça représente le même ordre de grandeur de la demande des 10 milliards d'habitants. Le troisième levier, qui est le pire, c'est la transition énergétique. Alors la transition énergétique, on l'oublie tous souvent, mais c'est le pétrole qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est le pétrole qui nous a permis d'augmenter la longévité, la durée de vie aussi longtemps. C'est le pétrole qui nous a permis d'avoir cette durée de vie, ce niveau de vie aussi extraordinaire que nous avons en Occident. Sauf que nous n'avons pas vu le contre-coup, c'est qu'on générait du dioxyde de carbone en masse. Alors il y a 2 déchets produits par le pétrole, il y a ce dioxyde de carbone qu'on ne voit pas, qu'on commence à ressentir, et puis il y a les plastiques. Le plastique, c'est l'autre déchet. Bon. Donc il a fallu se dire, il faut quelque chose qui ne soit pas sur le pétrole. Qu'est-ce qui permet de générer cette électricité en masse ? Il n'y a que le nucléaire. On peut tourner dans tous les sens. Il faut un mix énergétique global. Nous sommes d'accord. Mais pour compenser tout ça, vu cette augmentation, cette explosion de la demande, le nucléaire, c'est bien. Je vous donne un chiffre. 1 kilo d'uranium
par rapport à 1 kilo de pétrole, vous faites 1 million de fois plus d'énergie. 1 million. Propre. Alors, il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions. Alors, avant de poursuivre notre conversation, qui d'ores et déjà est intéressante, racontez-nous en mots simples, parce qu'il faut qu'on comprenne tous, quel est le principe de votre fameux générateur à neutrons rapides, le principe de sel fondu à neutrons rapides. Ça consiste en quoi? Parce qu'on ne va pas faire un cours d'énergie nucléaire, mais en 2 mots, si je puis dire. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 1 semaine de la COP28. Alors, je vais vous ramener 7 ans en arrière, COP21, 2015. J'étais à l'époque chez Suez et j'étais un des sponsors de cette COP. J'étais chez Suez, j'étais en plus directeur de la partie technique sur l'éradication des déchets. Donc nous étions dans cette problématique d'utiliser des déchets au lieu des ressources naturelles. Ça tombait bien, la COP 21 a fait signer ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable, dont un, c'est la réduction de l'extraction des ressources naturelles. Il n'y a plus de ressources naturelles sur Terre. Il faut l'accepter. Donc, que faire? Je me suis retourné vers la nature. Depuis 100 000 ans à peu près que l'homme est présent sur Terre, l'homme fait 3 choses. Il extrait, c'est-à-dire il prend à la nature, il transforme pour en faire quelque chose pour lui, et il rejette. Il rejette sans se soucier de ce qui va se passer. Mère Nature ne fait pas ça. Mère Nature, tout ce qu'elle rejette est une ressource. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Il n'y a aucun déchet dans la nature. Donc je me suis dit, faisons comme a fait la nature. Allons chercher ces rejets et utilisons-les comme ressources. Je suis resté sur du nucléaire. Je suis allé chercher ce que l'on appelle vulgairement les déchets nucléaires, qui n'en sont pas, qui sont des ressources, qui sont des produits qui apparaissent dans la fission nucléaire conventionnelle, dans ce qu'on appelle les réacteurs repressurisés, c'est-à-dire ce que vous avez partout en France et dans le monde, et qui sont en fait sous-utilisés parce qu'on ne sait pas les utiliser dans la technologie actuelle. Ça tombe bien. Il y a une technologie qui permet de les éradiquer à 100%. Ça s'appelle les neutrons rapides. Il y a 2 pays qui maîtrisent ça, la France et la Russie. La France a malheureusement abandonné cette technologie depuis la fermeture de Phénix et Superphénix, pour des raisons politiques. Les Russes ne l'ont pas abandonnée. Il faut savoir que les Russes utilisent cette technologie, mais ne l'ont pas déployée. Ils l'utilisent tous les jours, mais ne l'ont pas déployée. Nous, par contre, on la connaît, on la maîtrise. Donc on a allié cette technologie des neutrons rapides qui va permettre de brûler ces déchets nucléaires de vie très longue et de les éradiquer, et de marier ça avec une technologie que nous appelons les sels fondus. Alors les sels fondus, on ne va pas vous faire un cours de sel fondu parce que ça n'a aucun sens, mais il faut que vous imaginiez que, au lieu que ce soit de la fission liquide, de la fission solide, c'est comme de l'eau, transparent comme cette bouteille, mais c'est à 700 degrés. Et la fission se passe à l'intérieur. Et avec ça, vous avez ce qu'on appelle un niveau de sûreté passif, c'est-à-dire que c'est la nature qui régule la réaction. La nature, il n'y a pas d'équipement. C'est-à-dire que l'accident que vous avez tous en tête, les peurs que nous avons tous des accidents nucléaires précédents, ne peuvent pas survenir par conception même, parce que c'est la nature qui gère ça. Et donc quand on marie ça avec le 3e axe dont on a parlé tout à l'heure, qui est faire un tout petit générateur, et on parlera tout à l'heure de la taille, eh bien vous avez quelque chose qui commence à être très sympathique sur le papier. Maintenant, il faut le faire. Et ça, c'est cette première mondiale que vous avez réalisée il y a quelques mois. La première mondiale que nous avons fait, c'est que nous avons... Vous imaginez que le contenant, là, c'est du verre. À 700 degrés, ça ne peut plus être du verre. C'est une céramique particulière qui s'appelle du carbure de silicium, qui est d'ailleurs développée pas très loin d'ici. Oui, c'est ça. C'est ce que pas très loin d'ici. C'est une spécialité d'une entreprise qui s'appelle Boostech, du groupe Mersenne. Dans les Hautes-Pyrénées. Oui, qui est à Bazé, absolument. Et qui nous a permis de développer ce matériau qui va soutenir cette température à 700 degrés. Et donc, on a réussi à montrer que ce matériau est compatible dans sa fabricabilité avec la réaction qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire avec la température qui lui est envoyée. Voilà. Et ça, c'était une première mondiale. Alors, votre micro-générateur là, qui est en train d'être testé par petits bouts, il devrait être testé grandeur nature, si je puis dire, d'ici 2030, c'est ça? Le prototype 2028 est sur le marché 2030. D'accord. Alors si votre micro-générateur, il a une particularité, c'est que, à peine quelques dizaines de mégawatts, je veux dire, c'est ça? 40 mégawatts électriques ou 80 mégawatts thermiques, tout ça est très, très confus, mais je vais vous donner un exemple.
C'est ce qui permet d'alimenter une ville comme Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Montpellier. Et il est destiné à être produit de façon industrielle et aussi en grande série, donc, et installé au plus près des consommateurs, c'est-à-dire, par exemple, des grandes zones industrielles, des territoires isolés, etc. Uniquement des zones industrielles, donc des zones Donnez-nous protégées. quelques exemples pour éclairer. Un haut fourneau, une grande cimenterie, une grande verrerie, un grand îlot industriel, comme on dit, mais ça peut être aussi un grand parc industriel, ont besoin d'avoir beaucoup d'énergie. C'est là où on va pouvoir installer, c'est tout petit, ça tient sur un container, un grand container comme un semi-remorque. Donc quand vous voyez un bus passer sur la route, et bien voilà, vous avez notre îlot nucléaire, et vous avez un deuxième à côté qui permet de transformer en électricité. Mais la grande nouveauté, c'est de ne pas faire de l'électricité. On dit aux industriels, vous devez décarboner. Juste. Et on leur dit, il faut électrifier. Faux. Si vous avez de la chaleur décarbonée, vous avez résolu le problème, parce que 80% de l'énergie que les industriels utilisent, c'est de la chaleur, ce n'est pas de l'électricité. Donc si on peut leur fournir, et c'est la beauté du nucléaire, leur fournir tout de suite une chaleur très haute température, 650, 700 degrés, eh bien, ça leur permet de décarboner beaucoup plus vite leur procédé industriel. Cependant, une production nucléaire, là, au bout de la zone industrielle, au bout de la commune, bon, moi, je sais pas, ça crée quand même quelques inquiétudes. Là, hein. Bon, on peut pas ne pas y penser. Quelles sont aujourd'hui vos garanties de sûreté concernant ces micro-générateurs? Les exigences sont les mêmes que pour une centrale nucléaire. Absolument les mêmes. En termes de sûreté et de sécurité. Déjà. Et autour du conteneur, il va falloir avoir une zone immense, alors, non? Pas si grande que ça, non. Parce que ce sont les exigences, c'est-à-dire il y a tout un tas de critères qui sont extrêmement sérieux, extrêmement importants à remplir, et là encore en sûreté et sécurité. Alors la sécurité, c'est quoi? C'est éviter la malveillance, hein, voilà. On a réussi, c'est tout petit. Donc comme c'est tout petit, il est finalement plus facile d'avoir un niveau de sécurité et de sûreté plus élevé avec moins de moyens. Et c'est ça qui a été très important de dégager dans ce design, dans cette conception, c'est d'arriver à montrer que comme nous avons déjà une sûreté passive, donc c'est la nature qui assure beaucoup de choses, derrière il faut démontrer aux autorités, et ce sera à nous de démontrer aux autorités de sûreté et de sécurité que nous remplissons les conditions. Mais on ne sera jamais à côté des populations, vous êtes sur des îlots industriels qui sont déjà protégés, on ne va pas n'importe où, évidemment. Après, il faut savoir que ça coche beaucoup de cases par définition qui font que même si quelqu'un voulait récupérer ce qu'il y a dedans, il ne pourrait rien en faire. Absolument rien en faire. Et ça, c'est un engagement que nous avons pris depuis le début. C'est zéro risque pour les populations, zéro déplacement de population en cas d'incident quel qu'il soit. Et ça, c'est très important. Mêmes exigences que pour une centrale classique. Et c'est pour ça que ça devient acceptable. Maintenant, il faut travailler l'acceptabilité sociétale parce qu'effectivement, on est en train de changer de paradigme. On va y venir, mais avant d'aborder cette question de l'acceptation ou l'acceptabilité sociétale, il faut beaucoup d'argent pour imaginer de tels projets. Comment vous financez vos projets? Vous êtes soutenu par l'État, par des grands groupes, par des puissances étrangères peut-être? Non? Alors moi, je suis français et je veux que ce projet reste souverain. Voilà. Il doit apporter la souveraineté énergétique à la France et à l'Europe. Et pour être crédible, il faut être souverain dans son financement, autant que faire se peut. Pour l'instant, nous sommes 100% français et nous comptons bien le rester. On est sur des fonds privés, 100% privés. Alors qui finance une opération comme celle-là? Eh bien, des grandes familles d'entrepreneurs français. Les plus grandes familles que vous imaginez, qui ont fait les beaux fleurons de l'industrie française. Ce sont des gens qui ont mis de l'argent et qui nous accompagnent. Alors, on a aussi l'État qui nous a accordé une subvention, puisque nous sommes le premier lauréat français de l'appel à projet France 2030. Il faut rappeler qu'il y a un nouveau plan de développement du nucléaire d'ici 2030. Absolument. Et ça a été un engagement très fort du président et du gouvernement. Et ça, c'est absolument parfait. Et on remercie vraiment tout l'État qui a mis derrière les mots, derrière les engagements, les moyens nécessaires, les ressources pour aider. Mais ces subventions ne sont pas là pour financer le projet. Ces subventions sont là pour aider. L'important, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser tout au privé. On est tous d'accord, même en tant que citoyen, on se dit, finalement, de laisser le nucléaire au privé, ça peut nous embêter quelque part. Eh bien, moi, mon modèle est un partenariat public-privé.
j'ai autour de moi toutes les grandes sociétés d'État du nucléaire, qui ne sont pas actionnaires, ce sont nos partenaires opérationnels. Pourquoi ? Justement pour s'assurer que l'État aura toujours la main quelque part dans ce système. C'est à vocation mondiale, donc comme c'est à vocation mondiale, il faut avoir le privé qui vient financer. Et donc c'est ce qu'on appelle du PPP, partenariat public-privé, qui fait que l'État donne juste une garantie comme quoi elle croit dans le projet, le fait d'être lauréat France 2030, avec une petite subvention, et qui nous permet de lever beaucoup plus de fonds sur le marché privé. Abordons maintenant, si vous voulez bien, la question sociétale. Lorsqu'on aborde le nucléaire, on s'engage toujours sur un chemin difficile. Hein. Il y a toujours une réflexion qui est partagée ou pas. En France, il y a des fervents opposants au nucléaire. En Europe aussi, notamment en Allemagne, qui vient de fermer là, au printemps, je crois, ces dernières centrales nucléaires, ces derniers réacteurs. Que dites-vous, Jean-Luc Alexandre, à ceux qui pensent que le nucléaire est peut-être d'ores et déjà un concept du XXe siècle, mais plus un concept d'avenir? Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, je les écoute. Oui. Non, parce qu'il faut faire parler les gens. On ne peut pas être contre sans argument. Donc il faut écouter les gens, il faut écouter les objections. Et quand on écoute les objections, et ce que je vais vous dire n'est pas propre à la France, je discute beaucoup avec des pays étrangers. Je suis allé voir nos amis allemands pour leur proposer tout notre concept. J'ai vu les écolos allemands. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Eh bien, la même chose que finalement que les ressentis que nous avons, en tout cas les retours que nous avons en France, y compris tout ceci est corroboré par tout un tas d'enquêtes d'opinion. Il y a deux choses principales qui enquiquinent les gens quand ils disent « Ah, le nucléaire, c'est peut-être pas bien ». Le 1, c'est la sécurité. Le 2, c'est la gestion des déchets de vie très longue. Quand vous apportez des réponses sur ces deux axes, on peut commencer à discuter. La gestion des déchets nucléaires de vie longue, c'est-à-dire les déchets nucléaires de vie longue, ce sont des produits de fission, pas des produits de fission, pardon, ce sont des produits qui apparaissent dans la réaction de fission et qui vont durer malheureusement pendant 150 000 à 200 000 ans. On ne peut pas laisser ça pour nos générations futures. Nous sommes tous d'accord. On a une solution aujourd'hui de les enfouir. On a la démonstration comme quoi de les enfouir, ça pourrait fonctionner. Enfouir quelque chose sur 150 000 ans, c'est peut-être un peu compliqué. Nous avons moyen de les brûler intégralement avec cette techno. Donc là, ça nous permet de dire, regardez, gestion des déchets, et il n'y a pas de déchets aussi longs après. Les produits que vous formez, que vous allez créer, ont une durée de vie de 250 ans. Donc le zéro déchet n'existe pas dans l'absolu. Il faut juste regarder la durée de vie de ces déchets. Les déchets de vie longue vont tous disparaître. Les déchets de vie courte, eux, vont rester. Par contre, une grosse partie va pouvoir être recyclée dans l'économie. Ça fait une première réponse. Je peux vous dire que nos amis allemands sont très sensibles à cette démonstration. L'aspect sécuritaire, c'est toutes les démonstrations qu'on est en train de faire pour montrer justement qu'il n'y a pas de risque. D'abord parce que ce n'est pas la même techno. C'est très différent. On comprend tous les peurs reptiliennes qu'on peut avoir, les peurs qui sont avec tous les incidents qu'il y a eu dans le passé. On se dit pourquoi ça ne peut pas se reproduire. À nous de faire la démonstration. D'abord aux autorités de sûreté et de sécurité, et après auprès de l'opinion publique. Et ça, c'est une démarche que nous avons commencée il y a 3 ans, avant même de démarrer les études, on va dire vraiment toute la partie ingénierie. Nous avons commencé à travailler sur cette acceptabilité sociétale. Parce qu'il faut expliquer et il faut écouter les ressentis. Et ce qui nous a permis de faire évoluer aussi une partie de la solution pour mieux correspondre aux attentes. Alors, les experts les plus raisonnables plaident aujourd'hui pour une sorte de mixte énergétique. Mais si vos réacteurs connaissaient un véritable succès, est-ce qu'on ne peut pas craindre que tous ceux qui s'intéressent à ce mix énergétique s'intéressent un peu moins aux énergies renouvelables en disant c'est pas la peine qu'on s'embête avec des éoliennes et des fermes solaires, on a là à portée de la main quelque chose. Est-ce qu'on ne risque pas, du coup, d'avoir une nouvelle dépendance, plus au pétrole cette fois-ci, plus au charbon comme au 19e, mais finalement au nucléaire? Est-ce que c'est souhaitable selon vous? Pour un nucléaire durable, pourquoi pas? Mais le point de départ, c'est le suivant. Je vous ai dit tout à l'heure que la demande en énergie va exploser. Alors en France, ce sera peut-être pas x3,5, x4, parce qu'on a déjà un niveau de sobriété très important. Il faut saluer les populations, les industriels, parce qu'on a considérablement réduit notre empreinte énergétique. Mais il va y avoir une multiplication peut-être par 2, fois 2,5 d'ici 30 ans. Nous avons besoin du mix énergétique. Le nucléaire tout seul ne peut pas y arriver. D'accord. Il faut toutes les sources bas carbone possibles et imaginables.
Après, il faut regarder par rapport aux investissements qu'on va faire, qu'est-ce qui est le plus efficace. Ce qui est construit, il faut le garder. Donc les éoliennes, les panneaux solaires que nous avons, il faut bien sûr les garder. Et il va falloir par contre bien compenser ce qu'on appelle l'intermittence. Le problème d'une éolienne et d'un panneau solaire, c'est quand le vent s'arrête, qu'est-ce qu'on fait quand le poulet est dans le four? Aujourd'hui, c'est une usine à gaz qu'on allume. Ou c'est un barrage hydroélectrique. Alors pour les pays qui ont des barrages, c'est très bien. Pour les pays qui n'en ont pas, c'est du gaz. C'est ce qu'on appelle la pilotabilité, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une source d'énergie qui va venir compenser l'éolienne ou compenser le panneau solaire. Notre technologie a un énorme avantage par rapport au nucléaire conventionnel, c'est qu'au lieu de réagir en 30 minutes comme le conventionnel, elle réagit instantanément. Instantanément. Donc le vent s'arrête, le réacteur va prendre la main. Un nuage passe auprès du panneau solaire où le soleil va se coucher, le réacteur prend la main instantanément. Et donc vous allez avoir effectivement de plus en plus de ces technologies de nucléaire avancées, que j'appelle de durables. Pourquoi? Parce qu'ils tournent sur les déchets nucléaires du conventionnel. Quand vous mettez, bien sûr que nous avons besoin des EPR par exemple, des grosses centrales, il en faut, parce que notre énergie va continuer à augmenter, nous allons continuer à utiliser ça. Nous allons le faire. À chaque fois, vous ne voyez plus rien en fait. Ce qui est terrible, c'est que ça nous aveugle. Il y a des tonnes de data centers derrière ça. Il y a des usines colossales que vous ne voyez pas, qui ont une empreinte énergétique colossale. Je ne parle pas de l'empreinte en eau qui est aussi colossale. Donc il va falloir se dire que j'ai besoin de toutes les sources bas carbone. J'ai besoin de toutes les compensations d'intermittence des éoliennes, donc de ce qu'on appelle le renouvelable. Et puis après, pour augmenter, le problème après, c'est quelle est l'empreinte sur l'environnement. Une éolienne, d'abord une éolienne, c'est pas souverain. Hein. Faut que vous sachiez qu'on n'en fait pas en France. On n'en fera pratiquement bientôt plus en Europe. Les panneaux solaires, c'est déjà terminé, on n'en fait plus en Europe, c'est 100% chinois. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'on veut encore dépendre des Chinois? L'empreinte matière, les matières premières d'une éolienne et d'un panneau solaire, c'est considérable. Ramené au mégawattheure, notre technologie, c'est ridicule, c'est absolument incroyable, c'est très 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 peu de matières premières finalement impliquées. Donc ne mettons pas à la poubelle tout ce que nous avons investi, parce que nous avons tous payé ces investissements et il faut que nous les maintenions. Par contre, essayons d'exploiter le meilleur que nous avons de ces nouvelles technologies pour compenser l'intermittence et peut-être continuer certains projets de renouvelables, l'éolienne en mer par exemple, l'hydrogène, toutes ces choses-là, mais qui ont besoin d'avoir une alimentation électrique disponible. Mais la vraie question va être pour le futur. Qu'est-ce que l'on va faire? Alors justement, à la COP 28 qui vient de s'ouvrir à Dubaï, d'ailleurs vous serez la semaine prochaine, hein, je crois, à Dubaï, les chefs d'État appellent à l'action, mais finalement restent plutôt divisés sur les énergies fossiles. Même si, depuis hier soir et ce matin, principalement, un certain nombre d'entre eux, plusieurs dizaines d'entre eux, ont pointé l'intérêt des investissements sur le nucléaire. Mais est-ce qu'on arrivera, est-ce qu'il vous semble que la gouvernance mondiale est prête à écouter votre discours et tous ceux qui pensent comme vous dans l'immédiat? Est-ce que ce n'est pas une lecture qui est beaucoup trop longue à leurs yeux? Je ne pense pas qu'on soit dans l'incantation. Si vous prenez l'annonce d'hier, 20 pays qui signent un engagement, un appel pour tripler le nucléaire. Ce n'est pas augmenter le nucléaire, c'est tripler le nucléaire dans les prochaines années. C'est majeur. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience considérable. Et puis ensuite, il faut regarder, il faut toujours dézoomer. Regardons les Chinois. Alors on vous dit tous les jours, les Chinois sont ceux qui émettent le plus de dioxyde de carbone. C'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. Les Chinois sont ceux qui ont le plus grand parc de construction de centrales nucléaires en cours et de construction de barrages au monde. C'est vrai. Ils vont décarboner avant nous. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est une économie dirigée. Moi, j'y ai beaucoup travaillé. Et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont bluffants. Ils sont capables de continuer à construire leurs centrales à charbon parce qu'ils ont besoin aujourd'hui d'électricité en masse. Mais ce sont des êtres humains comme nous qui ont envie de laisser à leurs enfants une planète qui soit propre. Et il faut pas imaginer que les Chinois sont des gens qui se fichent de la planète, bien au contraire. Les normes environnementales qui ont été passées il y a une dizaine d'années à peu près, moi j'étais à Pékin à ce moment-là pour Suez et pour Alstom, sont plus engageantes que les nôtres. Les Chinois risquent de se décarboner avant nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils vont avoir décarboné leur économie, ils vont imposer une taxe carbone.
et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ils ne produiront plus de panneaux solaires et de... Ah, mais ils auront tout décarboné. Et ils feront du nucléaire à outrance. Ils n'ont pas encore vu les petits réacteurs. Ils ne sont pas loin. J'étais sur une conférence, vous aviez le Salon international du nucléaire ces 3 derniers jours à Paris. C'est le Salon du Bourget du nucléaire à Paris. J'ai fait une conférence avec un Chinois qui parlait de ces grosses centrales nucléaires et qui, à la fin, descend de la tribune et me dit « C'est drôlement malin, vos petites centrales nucléaires ». Et je l'ai regardé et je lui ai dit « Restez sur les grosses, c'est très bien aussi ». La France a longtemps été, est apparue longtemps, en tous les cas, comme la championne du nucléaire. Et puis, bon, n'oublions pas qu'on a une 50aine de centrales nucléaires en France. Hein, c'est quand même un nombre important. Et puis, depuis les années 80, plus grand-chose. Bon, plus grand-chose, ou plutôt, si, des retards, comme le fameux EPR de Flamanville, qui n'est toujours pas mis en service. Qu'est-ce qui a fait que la France, en quelque sorte, a décroché du peloton de tête des pays à vocation nucléaire? Est-ce que c'est uniquement les fruits d'une politique, si je puis dire, d'une décision politique, ou est-ce que tout simplement ça a été une sorte d'amoindrissement de nos compétences techniques? La France, c'est le territoire des plus grandes innovations du monde. Si vous prenez les 150 dernières années, les 120 plus grandes innovations sont françaises. Françaises. Elles ont quasiment toutes été appliquées aux États-Unis. Donc, premier innovateur, la France, premier applicateur, les États-Unis. Donc ça, c'est un vrai souci. De temps en temps, nous avons des politiques visionnaires. Le plan Messmer était visionnaire. Le plan Messmer qui a engagé l'industrie nucléaire était incroyable. Il prévoyait la fermeture du cycle, il prévoyait l'éradication des déchets nucléaires de vie longue, ce que nous faisons nous aujourd'hui. Et tout a été arrêté dans les années 90-2000. Ce sont des erreurs politiques, des erreurs que je dirais aveuglées parce que, petit calcul politique, on n'écoute pas les scientifiques, parce que ce qu'on avait Phénix, Super Phénix, marchait très bien. Hein, on nous dit que ça ne marchait pas, mais ça marchait très bien. Techniquement, on pouvait progresser. Mais bien sûr, la preuve, c'est que les Russes ont continué et ont toujours 2 réacteurs qui tournent tous les jours merveilleusement bien. Donc, nous avons abandonné, à un moment, cette industrie nucléaire innovante, parce qu'on avait déjà prévu les générations futures à ce moment-là. Et il y a eu ce trou, ce passage. Le monde entier s'est arrêté aussi. Hein. Les États-Unis ont finalement arrêté l'innovation. Tout a redécollé pratiquement en 2007 avec la déclassification au secret défense de cette technologie que nous avons retrouvée. Il faut savoir que cette technologie des sels fondus a été inventée en 1942. Pas hier, hein, 1942, aux États-Unis. Les Américains l'ont déployé, 3 réacteurs de recherche qui ont très bien fonctionné. Et puis en 1977, en pleine guerre froide, il faut fabriquer des bombes atomiques. Et les États-Unis n'ont plus de plutonium. Et donc ils ont 2 technologies parallèles, les réacteurs à eau pressurisée, ce que nous avons aujourd'hui dans le monde entier, et les sels fondus. Oui, mais le sel fondu a un gros désavantage. On ne peut pas faire de bombes atomiques. On ne peut pas faire de plutonium. C'est la raison essentielle ? C'est pratiquement une des raisons essentielles. Et donc, pour des raisons budgétaires, ils ont immédiatement arrêté le programme de recherche, licencié les 300-400 chercheurs qu'il y avait. Tout le monde du jour au lendemain a été licencié. Ils ont classifié l'ensemble des études et des plans pour une durée de 30 ans. Cette classification est tombée en 2007. Un ingénieur de la NASA, Kirk Sorensen, tombe sur ces plans en 2007, trouve ça génial, décide de tout publier sur Internet. Vous pouvez, à titre individuel, aller sur le site de ce monsieur et télécharger les 450 plans vous-même. C'est en accès libre. À l'époque, en France, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. En Europe, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On n'a rien vu. Nos amis chinois ont tout téléchargé. 3 milliards de dollars, 1000 ingénieurs. Ils sont en train de mettre en service leur grosse centrale à sel fondu en Chine. Donc, il y a des moments, on rate des virages. Nous, on a redécouvert cette solution. Moi, je l'ai redécouverte il y a peu de temps, donc il y a 4 ans, il y a 3-4 ans, en faisant des recherches et en découvrant les travaux de ce monsieur en 1942, puis de Kirk Sorensen qui dit « mais c'est extraordinaire ». Mais personne n'a imaginé réindustrialiser cette technologie.
Parce que vous avez quand même une certaine omerta sur tous ces sujets. On ne veut pas les analyser. Et il y a un moment, il faut regarder les choses avec beaucoup de pragmatisme et avoir l'idée de marier ça avec d'autres choses. Si vous faites des sels fondus, c'est magnifique parce que c'est une technologie extraordinaire, comme j'ai dit, qui ne permet pas de faire de dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est très bien. Donc pas de peur là-dessus. Mais marier ça avec le fait des neutrons rapides, où là, il n'y a que les Français qui savent faire ça, pour brûler des déchets nucléaires, on commence à avoir quelque chose qui est sacrément inventif. Et après de dire, et si je faisais ça tout petit, pour être directement dans l'usine, et bien là, vous avez un cas unique. Pour autant, votre société Narea n'est pas la seule sur le marché des petits réacteurs. Vous avez des concurrents. Des start-up se multiplient. Et tous, finalement, n'aboutissent pas. Alors, qu'est-ce qui fait que vous auriez là un plus? Ce n'est pas simplement un supplément d'âme, il y a quelque chose d'autre derrière. Comment vous expliquez ce côté plus de Narea par rapport à un certain nombre d'autres startups qui travaillent dans le même sens? Narea, c'est une aventure humaine avant tout. Donc c'est peut-être d'avoir des idées, de marier les bonnes innovations, mais c'est d'aller chercher les gens qui savent. Je vous parlais tout à l'heure de ces choses extraordinaires qu'on a faites en France sur Phénix et Super Phénix. Je suis allé chercher ces gens-là. Tous à la retraite. Tous. Mon chercheur le plus âgé a 84 ans. J'ai les 20 plus grands experts nucléaires français qui ont travaillé sur Phénix et Super Phénix. Et je me suis associé avec ces gens-là en disant, voilà, il faut pas partir. Vous devez revenir, vous devez transmettre votre savoir-faire. Et donc, on a embauché beaucoup de jeunes ingénieurs, nucléaires ou pas d'ailleurs, il y a un peu de tout. Et on leur a demandé de transmettre leur savoir-faire, première chose. 2, de capitaliser leur savoir-faire, c'est-à-dire d'écrire. Et c'est important d'écrire, parce qu'ils sont partis, on leur a rien demandé. 3, de se faire plaisir. Et là, vous avez cette armée d'experts seniors qui, du jour au lendemain, vous leur dites « Faites-vous plaisir, moi je vous mets de l'argent. Ce n'est pas un problème d'argent, dites-moi ce qu'il faut faire pour que ça marche. » Et vous avez les yeux qui brillent. Et ça change beaucoup de choses, parce que parmi tous les acteurs du nucléaire innovant, effectivement on est quelques-uns, pas tous avec la même technologie, hein. Moi je n'ai pas de concurrent direct avec ce croisement de technologies, n'ont pas forcément le même attelage. Faire qu'avec des jeunes, c'est bien les jeunes. Alors les jeunes, c'est formidable, hein. Ils ont des outils de calcul que nous n'avions pas, même moi. Ils ont des méthodes de pensée différentes, très bien, mais ils n'ont pas le retour d'expérience. Et oui, mais le retour d'expérience de ce que certains journalistes ont appelé le club des retraités de Narea, et je peux vous dire que ça vaut de l'or. Parce que ces gens-là sont les gens qui ont écrit les encyclopédies et les livres de cours dans les écoles d'ingénieurs. Donc quand vous avez le jeune ingénieur qui sort et qui va à la machine à café et qui dit « Ah, mais c'est le monsieur qui a écrit le bouquin dans lequel j'ai appris pendant des années » et qui lui dit « J'ai une idée comme ça », et bien vous avez 10 fois, vous gagnez pratiquement 10 fois la durée d'un temps de développement normal. Donc ça, c'est le petit supplément que va offrir Narea, c'est cette aventure humaine, cette transmission de savoir-faire français, j'insiste, parce que c'est un projet souverain, même si malheureusement on est obligé aujourd'hui d'aller dans des laboratoires étrangers pour faire nos expériences parce qu'il n'y a plus de laboratoire en France. Et oui, et vous regrettez là, le fait que finalement l'État, les pouvoirs publics ne soutiennent pas davantage votre opération. Qu'est-ce que fait le commissariat à l'énergie nucléaire et atomique? Aujourd'hui, ce sont nos partenaires. Comme je disais, nous avons autour de nous, nous avons le CNRS, le CEA, Framatome, Orano, Assystem, Dassault Systèmes. Tous ces gens-là sont autour de nous. L'EDF aussi, avec qui on travaille, parce qu'ils ont aussi des prestations d'études absolument incroyables. On travaille tous main dans la main, mais avec des méthodes d'innovation différentes de ce que l'on fait dans les grands groupes. Venant des grands groupes, j'en sais quelque chose, c'est qu'il y a par moment un poids extrêmement lourd qui tue l'innovation. C'est ce qu'on appelle le rouleau compresseur de l'innovation dans tous les groupes. Ce n'est pas lié au nucléaire, c'est quelle que soit l'activité. Eh bien, nous, on a réussi, venant de ces grands groupes, on s'est dit, on va faire comme si, justement, on pouvait se permettre d'empêcher tous ces inconvénients. Et donc, vous libérez les énergies. Donc, ce sont des méthodes de management très différentes, très, très, très différentes. Des bureaux agencés de manière différente. Des méthodes de travail différentes. Des contrats de travail différents. Aujourd'hui, on parle du télétravail. Si vous voulez avoir des jeunes aujourd'hui, vous devez pratiquement leur garantir 2 jours de télétravail par semaine. Ça nous perturbe un peu. Et oui, sauf que si vous ne leur donnez pas ça, ils ne viennent pas.
Quand vous leur donnez ça avec les nouveaux outils digitaux, qui consomment beaucoup d'énergie malheureusement, vous démultipliez la puissance de calcul et la puissance d'innovation. Alors, après le 19e siècle, c'est le siècle du tout charbon. Le 20e siècle, c'était le siècle du tout pétrole, du tout gaz. Bon, vous nous annoncez que le 21e siècle, ça sera le siècle du tout nucléaire. En tous les cas, vraiment porté par le nucléaire. Mais dans vos recherches et dans vos analyses, dans vos prospectives, est-ce que vous percevez éventuellement d'autres énergies du futur qui pourraient émerger à côté, en plus, ou tout à fait différemment du nucléaire? D'abord, ce ne sera pas tout nucléaire pendant le 21e siècle. Ah, justement. Ce sera un mix énergétique bas carbone avec une grosse part de nucléaire durable. Et j'insiste là-dessus. S'il n'est pas durable, du coup, il ne pourra pas progresser. Le coup d'après, c'est la fusion. La fusion, c'est le Graal. Je vous disais, 1 kilo d'uranium, 1 kilo de pétrole, c'est 1 million de fois plus d'énergie. La fusion, c'est 10 000 fois plus que la fission. 10 000. Rappelez-nous, la fission, c'est en 2 mots, et la fusion, la fission, c'est vous jouez au billard. La fission, c'est vous jouez au billard. Vous avez un atome de plutonium ou d'uranium sur la table, vous lui envoyez un petit neutron, c'est la boule blanche sur le billard qu'on envoie, et il va se casser en 2 morceaux, en 2 paquets. Au moment où il va se casser en 2 paquets, vous avez cette libération d'énergie qui est colossale. Quand vous faites de la fusion, c'est ce qui se passe sur le Soleil, c'est l'inverse. Vous avez 2 boules qui arrivent ensemble et qui vont fusionner pour en faire une autre. Ça, c'est ce qui se passe sur le Soleil tous les jours. C'est le Graal. Parce qu'il n'y a pas de déchets, parce que c'est super. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et nous, on pense, enfin moi je pense personnellement, j'aimerais bien le voir de mon vivant, je ne pense pas. En tout cas en déploiement commercial. Donc on peut dire que le nucléaire en fission, c'est encore une énergie de transition, sous-entendu, quelle serait l'ultime? Vous avez écrit dans une tribune un texte assez long dont je retiens essentiellement 2, 3 mots. L'aube d'une nouvelle ère énergétique se lève sur le monde. Non seulement nous pourrons vaincre la pénurie, mais la planète sera en cours de dépollution dans le même temps où la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe deviendra une réalité. Mais ça, ce n'est pas un discours d'ingénieur, même pas de patron, c'est carrément un discours politique. C'est ce que vous avez envie de dire à Dubaï la semaine prochaine devant les représentants des 180 États, je crois, qui y sont. Ouais, c'est un discours d'être humain responsable. Moi, quand j'ai vu les 17 objectifs de développement durable en 2015, la première chose que j'ai demandé à l'époque à l'ensemble de mes troupes dans le monde, c'est comment peut-on faire pour accélérer ces 17 objectifs. Tout le monde disait c'est perdu d'avance. Tout le monde. Nous avons réussi à démontrer qu'il y avait un vecteur transversal, c'est l'énergie. C'est-à-dire que si vous voulez appuyer sur tout, la fin dans le monde, l'égalité entre les genres, les infrastructures, la partie économique, tout dépend de l'énergie. Tout dépend de l'énergie. Donc, si vous avez une source d'énergie décarbonée, propre, abondante, compétitive, quand je dis compétitive, c'est moins cher que les énergies fossiles, moins cher que les énergies renouvelables aussi, qui ont une empreinte trop importante, nous avons un vecteur incroyable qui nous permet enfin de pouvoir réconcilier l'activité humaine avec la durabilité de la planète. C'est ça l'objectif. Parce qu'il va permettre de dépolluer la planète. On va dépolluer, nous, déjà, sur la partie des déchets nucléaires, ce qui va être fait, d'ailleurs, ça peut être fait relativement rapidement. Et au niveau autonomie, nous avons suffisamment de déchets pour tenir très, très, très longtemps. On parle en centaines d'années. Donc, vous voyez, une autonomie devant nous qui est remarquable. Mais après, une fois que vous avez une énergie abondante, décarbonée, mais on peut aller nettoyer les plastiques. On peut tout nettoyer. Alors, vous devancez ma dernière question. Le 21e siècle, il y a déjà un quart de siècle. Hein. Bon, c'est impressionnant quand on regarde. Pour un scientifique comme vous, pour un leader d'entreprise, je crois un homme qui, à son échelle, pèse un peu sur le temps, quelles peuvent être, pour terminer, les raisons d'espérer dans le court ou moyen terme? Vous, personnellement, qu'espérez-vous? Moi, je suis dans l'action. Je ne doute pas une seconde que mes équipes vont arriver à sortir ce petit réacteur et à le déployer dans le monde entier et vont réussir à éradiquer les déchets nucléaires. Je n'ai absolument aucun doute, parce que je sais que le problème n'est pas technique. Il faut avoir foi dans les ingénieurs. La technologie, en tant qu'ingénieur, on y arrive toujours. C'est une question de durée, mais on y arrive.
il va y avoir une acceptabilité sociétale à vaincre. Ça va être ça le grand débat. Parce que nous pouvons par exemple l'accepter, mais il va falloir le faire accepter aussi aux autres communautés, aux autres territoires, aux autres cultures. Mais c'est une grande espérance, car enfin nous avons quelque chose à portée de main. Il ne faut pas dire que nous sommes foutus, nous ne le sommes pas. Mais il faut défossiliser. Si nous ne défossilisons pas l'énergie, là ça va se passer d'une manière catastrophique. Regardez la température des océans. Cette année, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce qu'on appelle une anomalie, plus 2,3 de température de degrés sur les océans. C'est colossal. On sort des épures. Ça veut dire qu'il y a une urgence climatique. Et quand je dis une urgence, c'est même pire qu'une urgence. On devrait tous s'arrêter et ne faire que ça. Donc l'alignement de planète est là. Et au même moment, nous avons cette technologie qui est à portée de main, qui ne dépend pas de tiers. Nous avons tous sur nos territoires, nous maîtrisons tout en France pour arriver à déployer ça, y compris son déploiement industriel à grande échelle. La France sait faire des grandes usines. La France a démontré qu'elle sait faire des grands groupes industriels à vocation mondiale. Quand vous mariez tout ça, vous avez une solution qui vous permet de vous lever tous les matins en étant vraiment plein d'espoir, en étant absolument convaincu qu'on va y arriver. Merci Jean-Luc Alexandre d'avoir répondu si clairement et si précisément à nos questions.